Je sais pas si c'est votre cas, mais moi je suis capable de revoir 3 ou 4 fois les films que j'aime beaucoup. Tenet, Elysium, Limitless, ah et il y a aussi Lord of War. Vous avez déjà vu Lord of War? Dans ce film, Nicolas Cage joue le rôle d'un immense trafiquant d'armes qui vend des stocks monumentaux d'armes au pire dictateur de la planète. Sauf que je viens d'apprendre que ce personnage avait été inspiré d'un homme qui existe bel et bien. Alors j'ai commencé à faire 2-3 recherches et l'histoire sur laquelle je suis tombé est complètement folle. Vous avez probablement jamais entendu son nom, mais c'est certainement le plus grand trafiquant d'armes qu'il ait jamais existé. Un mec pourtant normal, vous l'auriez croisé dans la rue, vous l'auriez sans doute trouvé jovial, peut-être même sympa, sauf qu'il a alimenté les guerres les plus atroces du globe en fournissant les dictateurs les plus dangereux. Il est rapidement devenu une multinationale à lui tout seul et il utilisait une immense flotte d'avions cargo pour ses livraisons. C'était le Amazon Prime de la Kalachnikov. Il a construit son empire au nez et à la barbe des polices du monde entier, mais aujourd'hui, il est encore en vie et il est libre. En réalité, cette histoire est bien plus folle que le scénario de ce film, et cette histoire, je vais vous la raconter aujourd'hui. Certains éléments de la vie de Victor restent flous, mais on sait qu'il est né au Tadjikistan en 1967. Le Tadjikistan, c'est un pays qui est juste ici, là, au-dessus de l'Afghanistan. Et ce pays appartient à l'URSS à l'époque. Sa mère est comptable et son père mécanicien. À l'école, il joue au volley et court après les filles. Il est toujours le centre de l'attention, c'est naturel pour lui. Mais sa vraie passion, c'est les langues. Il commence par apprendre l'anglais, puis arrivé au lycée, il choisit l'allemand et l'espéranto. Il était persuadé qu'un jour, le monde entier parlerait le même langage. Et le monde, il a envie de le découvrir. Alors, sorti du lycée, il rentre dans l'armée pour devenir traducteur. Il voulait traduire le français, sauf que ses supérieurs lui disent « On a besoin de traducteurs en portugais ». Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, est-ce qu'on pourrait pas changer? Il est mignon, lui. Tu vas apprendre le portugais, ferme ta gueule. Il le met dans un cours intensif pendant 10 mois, et il l'envoie direct au Mozambique alors qu'il a à peine 20 ans. Mais il a pas peur, non, Victor a peur de rien, au contraire, il a soif d'aventure. Là-bas, il va devenir un excellent traducteur, et il va même rencontrer sa future femme, Allah. Après le Mozambique, il est envoyé en Angola, et en 1991, il rentre pour se marier avec Allah. Cette période de sa vie est évidemment super heureuse, mais elle va très vite s'assombrir. Ouais, ça fait des années que l'instabilité frappe l'URSS. Et le jour de Noël, Victor allume la télé et tombe sur le discours de Gorbatchev, le président du pays, qui annonce sa démission et déclare la fin de l'URSS. Pour beaucoup de Russes, c'est un choc, parce qu'à ce moment-là, tout s'effondre. L'économie, le gouvernement, tout. Et du jour au lendemain, Victor perd son travail à l'armée. Il a alors 24 ans et lui et Allah assistent à la ruine de leur pays. Chaque jour est une nouvelle aventure, ne sachant pas s'ils vont réussir à trouver de quoi manger. C'est un désastre pour toutes les industries du pays. Comme l'aviation civile qui s'effondre complètement. Des milliers de pilotes perdent alors leur travail et des milliers d'avions finissent abandonnés sur le bord des pistes. Parmi eux, des centaines de vieux avions cargo Antonov et Ilyushin. Mais Victor, il parle plein de langues et il a toujours voulu se lancer dans le commerce. Et dans tout ce chaos, il voit une opportunité. Une opportunité de se lancer dans le commerce international. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il veut pas rester dans la misère toute sa vie, non. Alors il décide d'acheter 3 vieux Antonov destinés à la ferraille. Pour 120 000 $. Ouais, on sait toujours pas comment il a trouvé ces 120 000 $.
mais il les a trouvés. Ces avions sont des épaves complètes, mais les mécanos qu'il embauche les bricolent suffisamment pour les rendre opérationnels. Et c'est comme ça qu'il lance sa première entreprise d'importation de marchandises. Le premier vol se fait vers le Danemark et il commence à importer des bières, du coca ou encore des bonbons qui ne sont pas disponibles en Russie. Et après seulement quelques mois, son entreprise commence à très bien fonctionner et tout change pour lui et Alla. Ils commencent à avoir de l'argent et ils peuvent vivre une vie qu'ils n'ont jamais eue. Ils partent même en voyage. Vite. Давай, иди. Ça se passe super bien. Mais Victor sent qu'il peut devenir beaucoup plus s'il étend son commerce au monde entier. Et puis la misère d'après la chute de l'URSS, il l'a connue et il veut plus jamais la reconnaître. Alors il décide de s'installer aux Émirats Arabes Unis. C'est bien situé pour étendre son business et accessoirement, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Il embauche pas mal d'employés et achète des nouveaux avions cargo. Et il commence à expédier des marchandises dans plein de nouveaux pays. La majeure partie de ces cargaisons sont constituées de télé, de textiles, d'ordinateurs et d'enceintes. Il achète, emballe et expédie 200 tonnes par jour. On est en plein boom de la mondialisation. La quantité de marchandises à expédier est infinie. Parfois, il trouve même des bons plans pour se faire quelques millions. Comme quand il a acheté des fleurs à 1 $ l'unité en Afrique du Sud pour les revendre 100 $ l'unité aux Émirats Arabes Unis. Sachant que la capacité d'emport d'un Antonov AN-12 est de 20 tonnes, ça fait beaucoup de fleurs et donc beaucoup d'argent. L'argent coulait à flot. Au bout d'un an, ils emménagent même dans une villa avec Alla et sa fille. Mais ça lui suffit pas. Non, il a goûté à la vie de rêve et il veut pas s'arrêter là. Alors il décide de passer au niveau supérieur. Mais spoiler alerte, ça va devenir un peu moins légal à partir de maintenant. Parce que Victor va comprendre que les tas de ferraille qu'il rachète ont en fait un très gros avantage. Le truc, c'est qu'une fois qu'un avion a été enregistré comme inapte à voler, il est retiré des registres internationaux. Ce qui veut dire que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de le traquer et de déterminer son origine. C'est devenu en quelque sorte un fantôme. Ok, donc il a une flotte d'avions fantômes, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire avec? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chute de l'URSS a mis fin à la guerre froide. Et ces 45 ans de haine mutuelle entre l'Union soviétique et les États-Unis avaient engendré la plus grande production d'armement de tous les temps. Fabriqués pour une guerre qui n'a jamais eu lieu, les Russes croulaient maintenant sous les armes. Mais là, on parle de stocks d'armes monumentales. Et ces stocks, ils sont gardés par des militaires qui ne sont plus payés depuis ce jour. Alors, ils sont prêts à vendre une bonne partie de leur arsenal contre des bons gros pots de vin. Tous ces stocks restent quand même la propriété de l'État. Je dois demander la permission. La permission de qui? Il n'y a pas encore de nouveaux patrons. Ils sont trop occupés à se disputer pour savoir qui aura le droit à la belle résidence d'été au bord de la mer Noire. Ceux qui savent s'en lavent les mains et les autres ne savent rien. Fais voir ton inventaire. Et c'est comme ça que Victor, qui a encore quelques contacts dans l'armée, voit une opportunité. Grâce à ces avions fantômes, il pourra expédier des armes aux 4 coins de la planète pour les revendre au plus offrant. Alors oui, il y aurait beaucoup de lois internationales à contourner, mais il pourrait devenir infiniment riche. Parce que s'il y a bien un truc dont l'homme ne se fatiguera sans doute jamais, c'est de se faire la guerre. Et ça tombe bien en quelque sorte, enfin en tout cas pour lui, parce qu'à l'époque, il y a plein de guerres. Sa première livraison a lieu pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Les Nations Unies viennent d'interdire la vente d'armes dans ce pays pour empêcher l'escalade du conflit. C'est ce qu'on appelle un embargo. Et c'est dans ce genre de situation qu'interviennent les trafiquants d'armes pour faire des livraisons discrètes et illégales. En septembre 1992, un de ces avions marqué comme aide humanitaire a effectué plusieurs livraisons, pour un total de 120 tonnes d'armement. À l'intérieur, des caisses de fusils, de RPG et de mines. Victor aime le risque en plus d'aimer l'argent. Alors, il prend vite goût à sa nouvelle profession et se tourne rapidement vers l'Afrique.
Angola, Libéria, Rwanda, Soudan, le marché était énorme. Il adore être sur le terrain. Au lieu d'aller à l'hôtel, il dort dans sa petite tente à l'aéroport. Le matin, il prend un peu de temps pour passer une série d'appels avec son téléphone satellite. Il alterne ses appels en russe, anglais, français et il veille toujours à raccrocher après 1 minute ou 2 au cas où quelqu'un essayerait de tracer son appel. Une fois son téléphone rangé, il devient alors un touriste dans l'une des régions les plus dangereuses du monde. Et en plus des stocks d'armes soviétiques, il réussit aussi à avoir accès à des usines d'armement comme ici en Bulgarie. Et qu'est-ce qu'il vendait du coup ? Son catalogue de vente était plutôt large. Une multitude d'armes légères, des fusils d'assaut et des lance-roquettes, des mines terrestres, des mortiers, des obus d'artillerie et des munitions par millions. Mais ce qui vend le plus, c'est une arme que l'on connaît tous. De toutes les armes du vaste arsenal soviétique, la meilleure source de profit était sans conteste le célèbre fusil d'assaut automatique modèle 1947, plus connu sous le nom de AK-47 ou Kalachnikov. Le fusil d'assaut le plus célèbre du monde. Une arme appréciée par tous les combattants, 4,7 kg d'acier et de bois d'une élégante simplicité. Incassable, il ne chauffe pas, il ne s'enraye jamais. Couvert de boue ou plein de sable, il continue de fonctionner. Il est d'un emploi si facile que même les enfants peuvent s'en servir. Et ils s'en servent. Les soviétiques l'avaient fait figurer sur une pièce de monnaie, le Mozambique sur son drapeau. Depuis la fin de la guerre froide, la Kalachnikov est devenue le premier produit d'exportation de la Russie, devant la vodka, le caviar et les écrivains suicidaires. En plus d'avoir un catalogue bien rempli, il a une logistique rapide et efficace. Ouais, c'est vraiment devenu l'Amazon Prime de la Kalachnikov. Mais Victor est pas con, alors il reste discret, ce qui lui permet d'ailleurs de continuer en parallèle son transport de marchandises. Il transporte du poulet congelé et de l'aide humanitaire, et loue même ses avions au Paris-Dakar. Les gouvernements font d'ailleurs aussi appel à lui. L'ONU déplace ses soldats du maintien de la paix, les Belges envoient leurs troupes en Somalie, et l'armée française utilise elle aussi sa flotte pour aller au Rwanda. Nous employons 4 Antonov, c'est sans doute parce que c'est les avions les moins chers du marché. Ils sont capables de transporter à chaque rotation environ une centaine de tonnes. Beaucoup de ces avions opèrent à partir des Émirats Arabes Unis. Mais Victor utilise aussi l'Afrique du Sud comme plaque tournante. Ladies and gentlemen, I'm pleased to welcome you here tonight. And it's very symbolic. We've got a runway here, and it's allowed us to carry more cargo out in deep bush of Africa. And with your help, we will make it better, further, longer, bigger, and so on. Thank you for coming. Il aime d'ailleurs beaucoup ce pays, alors il décide de s'y installer définitivement avec sa famille. Pour sa résidence principale, il dépense 3 millions de dollars pour se construire une forteresse. Clôture électrique, barbelés et des gardes lourdement armés 24 heures sur 24. Ouais, Victor sait que le trafic d'armes est un métier dangereux. Mais seulement 3 mois plus tard, un groupe armé réussit à s'introduire et les prennent en otage lui et sa famille, avant de repartir avec 6 millions de dollars en cash. L'attaque était un message, Victor n'est pas le bienvenu en Afrique du Sud. Ça a traumatisé Lisa, leur fille. Elle a commencé à demander un couteau à ses parents pour pouvoir les protéger. Alors, ils décident de mettre la maison en vente et ils repartent aux Émirats Arabes Unis. Son aventure en Afrique du Sud a échoué, mais ça l'arrête pas.
Victor a toujours plus d'employés et toujours plus d'avions. Il transporte des armes et ça n'est un secret pour personne. Tous ses employés le savent. Sur le plan personnel, Victor est souvent décrit comme un chouette gars. Il est gentil, jovial et intelligent. Enfin, ça, c'est ce que disent certaines de ses connaissances. D'autres, à l'inverse, décrivent Victor comme un maniaque du contrôle qui s'en prend à ses employés. D'anciens partenaires disent même qu'il vous trahira à la première occasion si ça peut lui rapporter de l'argent. Son trafic d'armes, quant à lui, continue de prendre de l'ampleur. Il viole les embargos et vend des armes en Angola, en Afghanistan, en Sierra Leone ou encore en Algérie. Il côtoie les dictateurs et les groupes armés les plus dangereux d'Afrique. Rien ne peut l'arrêter, il a peur de rien. Même quand un de ses équipages est pris en otage par les talibans, il va sur place et négocie leur libération contre des armes. Suite à quoi, il commence même à travailler avec les talibans. S'ensuit des livraisons massives d'AK-47, de lance-grenades et de batteries antiaériennes. Mais il leur fournit aussi des avions. Avions qui seront plus tard suspectés d'avoir transporté des troupes d'Al-Qaïda. Rien qu'en Afghanistan, son opération a permis de récolter plus de 50 millions de dollars. Victor devient aussi très ami avec Charles Taylor, le dirigeant du Liberia. Juste pour vous donner une idée de quel genre de personne on parle, Charles Taylor fait partie du cercle très restreint des pourritures qui ont été jugées pour crimes contre l'humanité. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a vendu à ce Charles, hein? Des fleurs peut-être? Bah malheureusement non. Non, c'est pas pour ses fleurs qu'il a contacté Victor, mais pour son joli catalogue. Et il lui achète globalement tout. À chaque fois, c'est des cargaisons de dizaines de tonnes, et rien n'est trop beau pour ses beaux yeux. Alors Victor rajoute même une catégorie à son catalogue. La catégorie hélicoptère de combat. Oh merci Papa Noël! Mais Victor arrive à rester incognito. Toutes les polices du monde entier ne connaissent même pas son existence, en tout cas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que là où il est vraiment très fort, c'est qu'il arrive à fournir des armes aux deux côtés d'un même conflit, et juste par derrière se faire embaucher par l'ONU pour transporter de l'aide humanitaire dans ce même foutu pays. Le mec n'a pas de morale. C'est un transporteur, alors il transporte tout ce qu'il peut transporter. En Angola, il a fourni à la fois le gouvernement et les rebelles de l'UNITA. En Afghanistan, il a fourni l'Alliance du Nord et les talibans en même temps. Et ce schéma se reproduit dans plein de pays. Et ça, tous ses clients le savent. Mais ils l'acceptent parce que personne, à part Victor, ne peut leur livrer des armes. Parce que déjà, faire du trafic d'armes sans se faire arrêter, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, à l'époque, beaucoup d'aérodromes en Afrique ont des pistes en terre battue, défoncées et inutilisables pour la plupart des avions. Mais un vieil Antonov, c'est solide comme jamais et les pilotes de Victor sont littéralement des kamikazes. On sait qu'au moins 5 de ces avions se sont écrasés et plusieurs de ces pilotes ont perdu la vie. Il livrait, quelles que soient les circonstances, peu importe là où on l'appelait, il livrait. Et il trouve toujours des solutions, même quand il n'y en a pas. Comme quand il a commencé à vendre des armes aux FARC en Amérique du Sud. Un joli contrat de 78 millions de dollars. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de piste d'atterrissage pour livrer les 10 000 AK-47 qu'on lui avait commandés. Alors, Victor les a parachutés en pleine jungle. Pour ce qui est des paiements, ils se font généralement en cash ou par virement bancaire via des sociétés écrans. Mais attention, Victor c'est être arrangeant. Les rebelles congolais l'ont payé en coltan, un minerai utilisé pour fabriquer les téléphones portables. En Afghanistan, le commandant Massoud aurait payé en émeraude, tandis que son ami Charles Taylor le payait en diamant. À 25 ans, il était millionnaire, à 30 ans, il avait un empire. Il emploie maintenant plus de 300 personnes et possède 60 avions cargo. Il est richissime. Et là, on parle de centaines de millions de dollars. Quand il n'est pas sur le terrain, il vit dans ses palaces en Russie, en Belgique ou aux Émirats Arabes Unis. Mais putain, c'est fou quoi! Parce que quand tu vois la fête d'anniversaire de ses 30 ans, tu te dis que c'est un mec normal. Sauf si t'écoutes bien les paroles.
Mais du coup, comment est-ce qu'il arrive à contourner tous les embargos et comment est-ce qu'il arrive à pas se faire prendre, putain? Parce que oui, il a des vieux avions fantômes, mais ça suffit pas. Bon, déjà quand il voyage, il a 5 passeports différents, ce qui lui permet de rester incognito. Et pour ce qui est de ses avions, il les immatricule dans des pays comme le Liberia ou dans des juridictions minuscules comme le Swaziland, où personne ne pose trop de questions. En plus de ça, il déploie une multitude de sociétés écrans dans le monde entier. En Belgique, aux États-Unis, à Chypre, en Bulgarie ou à Gibraltar, il y en avait partout. Les actifs se déplacent constamment d'une coquille à une autre. En fait, sa structure ressemble beaucoup à celle des cartels de la drogue. Et pour ce qui est de l'achat d'armes, il falsifiait constamment les certificats d'exportation pour réussir à contourner les embargos. Par exemple, quand les rebelles de l'UNITA lui ont passé commande, Victor est allé au Togo pour distribuer des pots de vin et ainsi obtenir une fausse demande d'achat. Ensuite, il est allé dans une usine d'armement en Bulgarie en disant « Regardez, j'ai une demande officielle du Togo pour acheter 14 millions de dollars d'armes ». À ce moment-là, personne ne pose trop de questions, notamment parce que ça les arrange bien de vendre leurs armes. Et ils chargent les cargaisons dans les avions, et quelques heures de vol plus tard, la livraison était faite. Dans un pays où normalement, il était interdit de vendre des armes. Mais c'est pas tout. Pour brouiller les pistes, ces équipes changent constamment les numéros des avions. Ils effectuent tellement de vols vers l'Afghanistan qu'ils repeignent les numéros 3 fois par semaine. Ils en sont arrivés à un point où ils utilisent de la peinture à l'eau pour que ce soit plus facile de repeindre juste par derrière. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils repeignent des avions entiers dans les mêmes couleurs que des compagnies aériennes civiles juste pour brouiller les pistes. C'est des génies du mal, putain! Merde! Je suis mi-impressionné. Ils sont juste forts. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire tant de vols et c'est pour ça qu'ils arrivent à vendre tant d'armes. Ils sont juste putain de forts. Mais malgré tous ces efforts, Victor va pas rester anonyme indéfiniment. Parce que tous les gouvernements se rendent bien compte que quelqu'un fournit des armes à tout le monde en Afrique. Alors les ONG sur place commencent à enquêter. Et puis après, ça va être au tour des agences de renseignement. Et les Américains interceptent des communications qui ne cessent de parler d'un Russe qui livre des armes par avion. Son nom de famille est pas clair, il utilise trop de pseudonymes. Les premiers rapports le décrivent simplement comme Victor B. Ce nom apparaît toujours dans l'un des 3 contextes suivants: avion, transport de diamants et livraison d'armes. Au fur et à mesure que les rapports d'enquête tombent, un nom commence à apparaître: Victor Bout. Des analystes remarquent qu'au Liberia ou en Sierra Leone, il y avait un petit décalage entre les livraisons d'armes de Victor Bout et le début des pires massacres dans ces pays. Tout coïncidait. On pouvait constater la même chose en République démocratique du Congo et dans plein d'autres pays. Des génocides comme celui du Rwanda, tuant 800 000 personnes en l'espace de 3 mois, avaient été perpétrés, notamment avec des armes de Victor Bout à la main. Le MI6 en Angleterre est rejoint par les renseignements belges, français, néerlandais et sud-africains pour enquêter sur l'empire de Bout. Officiellement, la première fois que Victor Bout est mentionné en tant que trafiquant d'armes, c'est dans un rapport des Nations Unies en l'an 2000. Les Américains découvrent qu'il travaille avec les talibans et Al-Qaïda, alors ils mettent tout en œuvre pour essayer de l'arrêter. Ses avions sont surveillés par satellite, ses communications sont mises sur écoute et ses relevés bancaires sont passés au crible. Et en Angleterre, le ministre des Affaires étrangères, Peter Hain, l'accuse publiquement au Parlement. Le marchand de mort, c'est son nouveau surnom et les journaux vont en faire les gros titres. Mais tout ce bruit lui fait pas vraiment peur. Il se croit intouchable, il pense que ça va finir par retomber et que le monde entier finira par l'oublier. Alors, il continue. Ses équipes entraînent des troupes au Rwanda, en Côte d'Ivoire il fournit des armes et des hélicoptères. Je vous propose maintenant ce document. Dans la région de Bunia au Congo, où se livrent de violents combats, les milices utilisent depuis des années des enfants de moins de 12 ans. Мы находимся в городе Буня. Этот аэропорт был одним из первых, когда началось повстанческое движение. C'est ces types d'armes qui ont été livrées en grande quantité par Victor Bout et ses avions. Des livraisons dans les 48 heures ou dans les 24 heures. S'il s'agissait qu'il y a beaucoup de civils à l'aéroport, on prenait les Kalachnikov, on les mettait dans les sacs d'haricots. Par contre, il y a un événement qui va tout changer.
Tout d'un coup, tous les yeux étaient rivés sur ce qu'il y avait à bord de chaque avion dans le monde. Et certaines personnes avec qui il avait fait affaire étaient soudainement sous le feu des projecteurs. Et ça, c'est pas bon pour son business. Теперь все закрылось. Тебе закрыли лицензию, тебе закрыли рабочие визы, тебе закрыли все. Вау. Нашего сегодняшнего гостя в студии представить можно по-разному. Ну, просто это звучит так. Виктор Бут, российский предприниматель. Образом, это человек, которого западные спецслужбы называют едва ли не основным поставщиком оружия террористической сети Аль-Каиды и даже самого Усамы бен Ладена. Ну, надо добавить к тому, что они также писали, что у меня 12 фамилий, 15 или сколько-то паспортов. Скажите, а бывает дым без огня? В отношении русских всегда есть предвзятости, всегда есть двойной стандарт. Например, если есть русский предприниматель где-то за рубежом, всегда очень легко приклеивать русский. Следующее слово «мафия», следующее слово «оружие». Ce qui est quand même marrant, c'est que le même jour de cette interview, exactement le même jour, la Belgique lance un mandat d'arrêt international contre lui via Interpol. Il est accusé d'avoir blanchi plus de 32 millions de dollars via des sociétés belges. Mais sentant le truc venir, Victor s'est installé en Russie. Alors, il est intouchable par Interpol, parce que le gouvernement russe refuse de le livrer. Bon, il va quand même revenir les poches vides parce que son argent a été saisi sur ses comptes à l'étranger. Et en quelques jours, il se retrouve sans rien. Cette année-là, il fête son anniversaire, mais c'est pas la même ambiance que la dernière fois. Hein. Но за то, что все против тебя, но ты знаешь, что у тебя есть те люди, которые в любой ситуации никогда не предадут, никогда не... В общем, я сейчас хочу выпить за всех за вас, мы все равно когда-нибудь победим. Et là, on pourrait se dire, bah ça y est, c'est fini, c'est la fin de son empire, c'est la fin de son trafic. Bah non. Victor va reprendre les livraisons d'armes petit à petit. En fait, rapidement, c'est plus une priorité internationale et beaucoup de pays vont arrêter leur enquête. De toute façon, maintenant, il est en Russie, donc c'est vraiment compliqué de l'arrêter. Alors, ces avions continuent de livrer les talibans. Il livre aussi son ami Taylor pour un total de 210 tonnes d'armes. Mais il y a un nouveau conflit qui va être un tournant majeur dans la reconstruction de son empire. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Plus de 150 000 militaires sont déployés en Irak. Et tous ces soldats, bah, il faut les ravitailler. En nourriture, en vêtements et surtout en matériel militaire. Et le seul moyen de leur amener tout ça, c'est par les airs. Sauf que l'armée américaine, elle a pas assez d'avions, donc ils se tournent vers des compagnies aériennes. Ils engagent alors des équipages expérimentés qui ont déjà volé en zone dangereuse et qui, accessoirement, n'ont pas peur de mourir. Parce que, voyez-vous, atterrir à l'aéroport de Bagdad, c'est risquer de se faire tirer dessus par un missile sol-air à tout instant. Et il n'y a pas des milliards de pilotes qui sont assez fous pour prendre ce risque. Et c'est comme ça que l'armée américaine a commencé à utiliser les avions cargo de Victor Bout. Alors, en réalité, c'est pas si simple que ça. Parce que l'armée embauchait des entreprises qui, à leur tour, embauchaient des sous-traitants, qui, à leur tour, embauchaient des transporteurs, dont certaines compagnies de boot. Mais c'est là où on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de si les Américains ont fait semblant de pas vraiment savoir ou si les sociétés étaient tellement bien camouflées qu'ils le savaient vraiment pas. Ce qui est sûr, c'est que des journalistes qui enquêtaient sur Victor s'en sont rapidement rendus compte. Et ça a fait des gros titres. Mais même après ça, ça a duré pendant des années. Et là, on parle d'environ 1000 vols, ce qui a rapporté à Victor la modique somme de 60 millions de dollars. Puis, en 2005, Lord of War sort en salle. Nicolas Cage incarne un personnage inspiré de Victor Bout. Beaucoup de détails ont été modifiés ou complètement inventés, mais l'idée générale est gardée. Celle d'un trafiquant d'armes qui fournit les dictateurs et les groupes armés les plus dangereux du monde. So, we sell by the kilo. The second-hand weapons, but they're still okay. Is it true that there was a Hollywood based I feel very sorry for Nicolas Cage who went to play this sort of love. It's very silly and I feel pity for... It's bad movie. Bon, est-ce que ça va faire peur à Victor? Évidemment que non, et il va continuer de vendre des milliers et des milliers d'AK-47 par-ci par-là. Ça ne change rien. Et puis, on arrive 2 ans plus tard, en 2007, lorsque soudain, les Américains revoient leurs priorités et décident de l'attraper. Mais vraiment cette fois-ci. Bon, le problème, c'est qu'il est en Russie, donc le
seul moyen de l'arrêter, ça serait de le convaincre d'aller dans un autre pays, de l'arrêter dans cet autre pays, puis de l'extrader aux États-Unis. Sauf qu'il est pas con, Victor, et il sait que le monde entier a envie de le foutre en tôle. Alors, la DEA, qui est l'agence à qui on a confié cette mission, décide de lui tendre un piège. Pour ça, un agent sous couverture se fait passer pour un membre des FARC et contacte Andros Molian, un Sud-Africain avec qui il avait travaillé par le passé. Il lui dit qu'il cherche à acheter 20 millions de dollars d'armes et qu'il lui donnera une bonne grosse commission s'il le met en relation avec quelqu'un de confiance. Le bon con Andrew tombe dans le panneau et se rend alors à Moscou pour parler de cette opportunité à Victor. Victor, ça fait maintenant 15 ans qu'il vend des armes et il s'est jamais fait attraper. Et il tombe lui aussi dans le panneau. Parce qu'il est persuadé que personne réussira jamais à l'arrêter, mais tout est pas joué. Parce que Victor, là, vient juste d'accepter le deal à distance, c'est tout. Rien ne s'est fait. De l'autre côté, l'agent sous couverture est quand même un peu comme un fou, parce qu'il se dit « Putain, je vais peut-être réussir à l'attraper ». Alors, il essaye de pas trop éveiller les soupçons, et il lui propose de se rencontrer rapidement en Thaïlande, juste pour conclure le marché. Voilà, on parle du deal, combien d'AK-47, combien de lance-missiles, on se serre la mimine, c'est tout, juste pour conclure le deal. Victor, lui, au début, il hésite beaucoup parce qu'il sait que ça peut être dangereux pour lui d'aller dans un autre pays, mais il finit par dire oui. Et le rendez-vous est donné quelques jours plus tard dans un hôtel à Bangkok. Legally, I always have my company openly and publicly. There is evidence of my wrongdoing. Send the evidence, date, time, country, place. It's like, you know, disinformation during the World War II. Don't give a shit about this. If I'm convinced 100% I don't did wrong, nothing wrong at all, I can easily watch on anybody's eyes, you know, and I can say openly without being shame or whatever. I know nothing did wrong in my life. And if it would be, you know, coming back to this, I will do exactly the same. La Russie se battra pour le faire libérer. Mais après plus de 2 ans passés dans une prison thaïlandaise, les Américains réussissent enfin à l'extrader. Accused arms dealer Victor Bout begins to face American justice. The so-called merchant of death is now a federal inmate. Victor Bout faces life imprisonment, trying to sell arms to what he believed were Colombian militants. Вчера пришел с таблеток напиться, я даже не успела ее увидеть. Соответственно, позвонил Козловский, сказал, что ничего хорошего все равно не будет, все равно будут посадить лет на 30 и так далее, и так далее. После этого можно спать. Victor Bout showed little emotion as the jury's unanimous guilty verdict was read out. Based on review of the statutory factors, I intend to impose a required mandatory jail term of 25 years in custody. Well, one of the world's most notorious arms smugglers has been sentenced to 25 years in prison. С 22 ночи уже никому не позвонишь, все уже спят. Et déjà, franchement, l'histoire serait folle si elle s'arrêtait là.
Mais c'est pas le cas. 11 ans plus tard, en 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner a été arrêtée dans un aéroport de Moscou. Elle avait oublié dans ses bagages moins d'1 gramme d'huile de cannabis que son médecin lui avait prescrit. Et elle est condamnée à 9 ans de prison. Alors forcément, les États-Unis essayent de la faire libérer par tous les moyens, mais impossible. Impossible, à moins de l'échanger contre un certain prisonnier russe. Depuis, Victor a repris ses activités de trafiquant d'armes. Non, je rigole, il s'est lancé dans l'art. Bon, ok Victor, ce chat est très mignon, mais là, il y a des problèmes de perspective, mon petit bonhomme. Et puis, il s'est aussi lancé dans la politique russe, chez les ultranationalistes. Bon, apparemment, il est pas bon non plus, hein, il serait mal à l'aise en public et ne saurait pas comment se vendre politiquement. Et il est aussi utilisé pour faire de la propagande à la télévision russe. On l'a vu apparaître en décembre dernier dans cette émission. Et je parle pas russe, mais ça sent quand même fort la dictature tout ça. Enfant, il pensait qu'un jour on parlerait tous le même langage. Victor était passionné par les langues et il savait qu'elles pouvaient tous nous unir. Mais il a passé sa vie à vendre des outils qui divisent. On est tous pleins de contradictions. Et nos actions peuvent souvent trahir nos idéaux. Un paradoxe qui nous rappelle la complexité de la nature humaine. Don't fit on your canvas.